Mais du coup, après, c'est eux qui vont animer, tu interviens de temps en temps ou pas? Non, toi, tu interviens pas là? Donc peut-être qu'on pourra écouter, nous, Bah oui, hein, parce que moi, le répit, ça m'intéresse, là. complètement. Bien sûr. Bon, attends, tu m'avais mis tout ça, mais tout ça, hop, je vais poser là. Si t'en veux pas. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai pas le temps là de regarder, tu vois ce que je veux dire? Non, bah, c'est ma soeur qui a donné tout ça. Parce que là, je suis plutôt sur les subs déjà. Je suis trop contente s'ils ont versé là, je suis contente. Ah ouais. Parce que la semaine prochaine, on se met sur les comptes. Nous. Attends, je vois pas. 88, super. Alors, en ce moment, ça tape fort. Hein. On n'est plus du tout dans les 20 comme l'année dernière, plus du tout. On est entre 80 et 90 de connexion. Bonjour Barbara. Alors, la CAF est connectée. Ok, super. Donc, je vais vous passer en panéliste. Alors, Arnaud en panéliste. Alors, on va faire des essais, voir jusqu'à combien on peut avoir de panélistes. Arnaud, normalement, c'est bon. Barbara. Bonjour, Bonjour Arnaud. Oui, ça a l'air de fonctionner. Magnifique. ça fonctionne. Super. Barbara. Bonjour, Bonjour Barbara. ça Barbara, marche. oui, ça a l'air, hein? Est-ce que tu peux me donner Ouais. le nom des autres collègues que je dois passer en panéliste, s'il te plaît? Alors, Sandra Robles, Ok, Sandra. Hop, ok. après, une fois que Sandra elle sera passée en panéliste, elle pourra te donner les noms de la personne qui va D'accord. intervenir avec elle. Et Arnaud Ok. aussi. Alors, comment on ferait, Barbara? Parce que oui, je te disais, hein, ce que je craignais, c'était plusieurs panélistes en même temps. Bon, là, visiblement, vous êtes trois, on est bon. Mais du coup, vous avez chacun une intervention, vous ne faites pas d'interaction entre vous. Au niveau de l'introduction, moi j'interviens à la fin. Oui, Après, Arnaud, Sandra, je ne sais pas s'ils sont panélistes là, s'ils veulent oui, ils le sont s'exprimer. là. Ouais, alors moi je fais une intro, après c'est Sandra qui prend la parole, après je reprends la parole, Arnaud, Sandra, ok, Arnaud, ouais. ensuite Moi, c'est de mon côté, tu reprends la. Enfin, c'est Arnaud, moi, ensuite Amandine ah Relier, oui, ensuite toi. exact. Donc, il y a comme panéliste. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, j'ai dit bonjour et tout, mais je crois que Bonjour Sandra, ouais, oui, mon micro oui, oui, était oui, coupé. Et oui. du coup, oui, effectivement, il y a une autre Amandine, panéliste, Amandine Relier, oui, R-E-L-I-E-R. c'est fait, c'est fait, c'est fait. Alors, Amandine, tu nous entends? Il faut que tu actives ton micro, je pense, de ton côté. oui, mais j'ai l'impression que là, il ne me prend pas Amandine. Mhm. Après, tu peux m'enlever en panéliste en attendant, parce que moi j'interviens à la fin, Stéphanie, si tu veux. D'accord, eh ben, on va faire ça, Barbara, parce que là, tu Ouais, ouais, vois, pas de au-delà de souci. 3, j'ai l'impression qu'apparemment, il ne prend pas. Ok, bah, tu te manifesteras, Barbara, par le chat. Oui, 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 pas de souci. Alors, attends, du coup, Barbara. Après,
faire quelque chose, Barbara. Parce qu'il y a aussi l'option permettre de parler. Alors, hop, Barbara. Devenir spectateur, ok. C'est Sandra qu'on aperçoit. Bonjour Sandra. Ah, ça marche? Oui, oui, on vous voit Sandra. On vous voit. D'accord. Vous Et Arnaud me voyez dit que ou ce pas? côté, ça marche pas. Moi, je me vois, mais je ne sais pas si vous voyez, si vous me voyez. Oui, nous on vous voit. Il y a votre vignette. Alors par contre, Amandine Relier, j'arrive pas à la promouvoir en panéliste. Comment ça se fait ça? Alors, je l'ai eu au téléphone juste avant, donc elle s'est bien inscrite, elle a bien reçu le lien, elle a bien cliqué sur le lien. Je vais peut-être Ça a essayer de l'air la d'être bon. rappeler. Non, mais ça a l'air d'être Ah, bon, Sandra. Là, je vois. Alors, Amandine, je suis passée par un autre chemin. Et du coup, alors là, on a Sandra, Arnaud, Amandine. Il va falloir faire un essai avec Amandine, voir si, voilà, Arnaud qui s'affiche. Enchanté, Arnaud, parce qu'on ne se connaît pas, en fait. Également. Voilà, C'est vrai. ok. Et du coup, oui, les collègues, oui, Barbara me rappelle effectivement que les collègues sont déjà là. On a déjà 29 participants. Bonjour à tous vous qui nous rejoignez là petit à petit. Super, super, super. Alors, pourquoi j'ai 2 vignettes de Sandra? est-ce que vous m'entendez? Sandra, oui, on vous Ah, entend. bah, ça a planté complètement. Je me suis Ah, j'ai c'est pas... restauré le lien et Ok, alors moi, je vous en double du coup. Alors, on va supprimer une. Voilà. Et Sandra, on n'a plus votre... Est-ce qu'on vous entend, Sandra? Là, il faudrait faire un essai avec Sandra et avec Amandine. Sandra, est-ce que... Apparemment, on ne vous entend plus, Sandra. Alors, tac, discussion, Sandra. Alors, bonjour, 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 bonjour Christine, bonjour Marie, bonjour à tous. Hop, Christine Crichetti. Apparemment, Sandra, elle me dit elle a été sortie. Alors, je n'ai pas supprimé la bonne vignette. Là. Ah, il y a Amandine qui revient. Alors, il faudrait qu'on essaye de faire un essai avec Amandine. Il y a le micro qui est coupé du côté d'Amandine. Et voilà, Sandra, Sandra, faut qu'elle refasse la manip, en fait, et ça devrait être bon. Ok, je lui dis. Hey, Oui, Amandine, bonjour. Ça marche? bonjour, Yes. Super. Enchantée, Amandine. enchantée. C'était un petit peu laborieux la connexion. Alors, du coup, Arnaud, est-ce que c'est vous qui partagez l'écran? Est-ce que c'est vous qui mettez le diaporama? Qui met le diapo? Je peux le faire. On va le mettre, parce que si c'est moi qui le fais, du coup, vous n'avez pas la main pour faire défiler les vignettes. Peut-être c'est mieux si c'est vous. Ouais. Ouais, ok. Alors, vous savez que vous devez ouvrir le document avant Ouais, c'est ce que je suis en train de et faire. normalement, ça devrait marcher. Alors, il y a... Alors, Sandra, elle ne peut plus rejoindre cette réunion car vous avez été précédemment supprimée. Mince. Oui, en effet, j'ai j'ai supprimé une des 2 vignettes. Ça veut dire elle n'arrive pas à se reconnecter. Non. Ça, c'est embêtant. Je suis en train de chercher.
Alors, est-ce que Sandra pourrait du coup refaire une inscription via le lien? Je suis ennuyée parce que... Pourrait. Refaire une inscription via le lien. Le lien d'inscription au flash Refaire pratique. l'inscription. Ouais. Parce que là, apparemment, ouais, je l'ai Ok. supprimé malgré... Enfin, pas malgré moi, mais je pensais... Alors. Et Stéphanie, Oui. on avait Hélène Amdirieux de l'association Goutte d'Homme qui devait Oui. intervenir et Oui, Laurence Deron de la commune oui. de Valbonne. Je ne sais pas si tu les vois. Alors, ce qu'on a dit avec Barbara, c'est que du coup, on leur donnerait la parole après parce que apparemment, Sandra réapparaît. Super. Oui, oui, oui. Après vous, parce qu'apparemment, on ne peut pas aller au-delà de 3 panélistes. Ouais, Donc, pas de problème. Ouais. voilà. Alors, par contre, effectivement, Je tu peux suis là. me dire... Sandra, super, ça refonctionne. Je vais peut-être pas remettre la caméra. Je sais pas si c'est pas ça qui a fait planter. Je sais pas. Je crois pas, mais comme vous voulez. Enfin, J'ai testé. Oui. Voilà. Et Arnaud, les autres collègues, c'est qui du coup? Vous m'avez dit les noms des autres collègues qui doivent intervenir. Hélène Amdirieux de l'association Goutte d'Homme et Laurence Deron de la commune de Valbonne. Ok. Je vais essayer de partager mon écran. Oui, voir est-ce que ça marche et puis on va pouvoir commencer. Ok. Vous me dites si ça marche. Oui, magnifique. Je touche plus à rien. Non. Par contre, mais Alors, ok. est-ce que c'est bon, Arnaud? Oui, ça a l'air. Alors, la question c'est, est-ce que les collègues, là, les collègues donc connectés... Ah oui, alors, attendez. Du coup, Hélène Rieux. Oui, Hélène, vous êtes là, effectivement. Si vous n'avez pas besoin d'intervenir pour le moment, je vous passerai en panéliste quand ce sera votre tour, si ça vous va. Parce que là, on a trois panélistes et je crois qu'on ne peut pas passer au-delà parce que j'ai dû enlever Barbara. Alors, est-ce que vous n'avez pas ma vignette de discussion en plein milieu de l'écran? Non, c'est bon pour moi. Non, c'est bon, OK. Parce que moi, du coup, je C'est vais bon. rester avec le chat pour pouvoir... non, c'est bon, me dit Barbara. OK, comme ça, voir s'il y a des questions. Et puis, du coup, pouvoir voir avec les autres invités. Voilà. Est-ce que Arnaud, Amandine et Sandra, c'est bon pour vous? Est-ce que je peux démarrer le flash pratique là, avec l'introduction habituelle? Oui. Oui, c'est bon. Oui, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. OK, super. Bien, bonjour à tous. Donc là, on a déjà 41 collègues
qui sont connectés, donc c'est super. Il y avait 88 inscrits ce matin, hein, donc une thématique de nouveau, hein, qui cible bien un besoin d'information à partir du terrain. Donc je vous rappelle que ces flashs pratiques sont proposés par le pôle ressources handicap 06, le PRH 06, qui est financé par la CAF et le département et qui est porté par l'association Happy End. Happy End, basé à Cagnes-sur-Mer, avec 3 pôles. Un pôle jeune, on accompagne des jeunes en situation de handicap de façon individuelle et collective, avec une éducatrice spécialisée. Un pôle aidant, donc là c'est bien la question de ce matin, hein, un pôle aidant où on essaye effectivement de proposer des temps de répit absolument indispensables aux parents. Et puis le pôle qui nous réunit aujourd'hui, le PRH 06. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais noté dans la petite invitation, on reçoit donc les professionnels de la CAF, dont le propos va être autour de la question du répit parental afin de nous donner tout ce qui va être relatif aux actions existantes et ça peut nous servir en tant que professionnels de terrain pour effectivement orienter des familles, orienter des parents et pouvoir voilà, leur proposer effectivement de se tourner vers tel ou tel pour souffler un peu. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, comme d'habitude, je garde un œil sur le chat. On va voir avec vous, Arnaud, Sandra, Amandine, comment vous pensez faire un temps pour les interactions. Est-ce que c'est pendant votre propos ou est-ce que c'est à la fin? Ça, c'est vraiment à votre guise. En tous les cas, moi, j'essaye de rester en lien avec les collègues qui sont connectés puisque les micros sont fermés, hein. On n'a pas la possibilité que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, quand il y a un commentaire, une question, hop, les personnes envoient sur le chat. Voilà pour ma part, je vous laisse la parole. Merci Stéphanie. Bah, du coup, je vais prendre le propos du jour, donc le répit parental. Donc en introduction, en fait, on a un petit peu cherché dans la littérature nationale au niveau réglementaire, législatif, ce qu'il y avait. Alors, je vais essayer de faire dérouler quand même le PPT, ça peut être pas mal. Ouais, ça marche. Hop. Donc voilà, avoir une introduction autour de cette notion de répit parental, que dit la CNAF, que dit l'État. Et puis ensuite, on ira directement sur les dispositifs concrets qui sont à disposition des partenaires et aussi des parents. Donc l'aide à domicile, le réseau Parents 06 et puis le réseau Passerelle. Donc, comme je disais, par rapport à cette notion de répit parental, c'est une notion qui est plutôt ancrée dans le domaine médico-social. C'est une notion qui est assez récente et qui n'est pas encore trop explorée en matière de parentalité. Les contours de cette notion ne sont pas clairement déterminés. Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête? Et on peut même dire qu'il y a une espèce de, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de tabou autour du répit parental parce que finalement, être parent, c'est d'emblée et naturellement être confronté à une fatigue physique et psychologique, ne serait-ce que des premiers temps, par exemple, avec le rythme de l'enfant, etc. Donc, au niveau de l'État, l'État évoque cette notion de répit parental à travers la stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022. Voilà. Non, et elle propose deux points importants. Déjà, elle propose traditionnellement une définition du répit parental en partant en partant de l'épuisement parental. Donc, l'épuisement parental qui peut avoir plusieurs origines, qui se cumulent parfois, par exemple, la monoparentalité, le handicap, que ce soit du parent ou de l'enfant, la précarité, la situation professionnelle complexe ou difficile,
Et donc, cette fatigue physique et ou mentale, elle crée un terrain qui est propice aux violences éducatives ordinaires. Donc, en fait, les familles qui sont exposées à ce risque-là doivent trouver des solutions de répit et des solutions pour souffler. D'où l'idée de suppléance ou de relais parental, qui en fait consiste en des temps de repos ou de loisirs qui sont proposés aux parents, à domicile ou en extérieur, pour alléger en fait la charge et les contraintes quotidiennes qui nuisent à l'équilibre familial et donc à l'intérêt de l'enfant. Donc l'objectif, c'est vraiment de soulever, comme on a déjà un peu dit, et c'est de permettre aux parents, enfin aux familles, de prendre du recul pour mieux restaurer la relation parent-enfant ou voire même, dans certains cas, la construire. Donc ça, c'était une première définition qui permet un peu de cadrer la notion de répit parental. Et le deuxième point évoqué dans cette stratégie nationale, c'est l'information et la sensibilisation en direction de l'ensemble des professionnels sur ce droit au répit que peuvent exprimer certains parents, et pour y porter du coup un regard un peu bienveillant. Et ça tourne autour de cette notion un peu de tabou, quoi, donc d'avoir un regard bienveillant vis-à-vis de cette expression de ce besoin de souffler, pour lutter autour de cette notion de tabou. On n'en parle pas parce que c'est normal d'être un peu fatigué quand on est parent, sauf que dans certains cas, ça pousse à des extrêmes, et donc il faut pouvoir le accepter, enfin en tout cas accueillir cette expression de ce besoin-là. Et le deuxième axe autour de l'information et de la sensibilisation, c'est aussi de pouvoir proposer ce droit au répit à des familles qui n'en expriment pas le besoin, mais qui pour autant se retrouvent dans des situations qui sont très compliquées et avec des relations familiales qui sont parfois très éprouvantes. Donc, au niveau de là. Et au niveau de la CNAF, donc la Caisse nationale d'allocation familiale, on n'a pas de doctrine nationale, donc doctrine, c'est-à-dire des circulaires, des textes législatifs, réglementaires qui sont spécifiques au répit parental. Mais pour autant, cette question du répit, c'est un sujet notamment à travers la politique d'accompagnement des parents. Et là, je pense qu'on peut dire la politique de soutien des parents, puisque là, on se retrouve vraiment, on est face à des parents qui sont en difficulté. Donc, il y a eu des initiatives locales qui ont été recensées par la CNAF en 2020 pour alimenter la réflexion autour d'une possible doctrine ou politique nationale autour du répit parental, peut-être à venir, peut-être dans la nouvelle COG. Et donc, en tout cas, avec ces recensement-là, il peut être défini 4 axes. Il y a un petit souci de son, Arnaud, on dirait. Voilà. 4 axes pour avoir. Pardon ? Apparemment, ça coupe un petit peu. Ça assure, ouais. Oui, ça assure, exactement. Une petite connexion un peu instable, on dirait. Bon, vous pouvez continuer, on va voir. Ouais, donc au niveau des axes qui ont été définis au niveau de la CNAF, vous les avez sur la diapo. Donc, c'est de permettre aux parents de disposer du temps pour eux, soit pour des loisirs, soit pour des démarches personnelles. C'est de pouvoir renforcer les relations parents-enfants, donc notamment en favorisant des moments privilégiés, en étant moins dans la course du quotidien ou dans la charge que peut représenter le fait d'avoir un enfant en situation de handicap, par exemple, et aussi de pouvoir tisser ou retisser du lien avec les fratries notamment, qui sont peut-être parfois un peu délaissées parce que un enfant va plus mobiliser les parents que d'autres. C'est contribuer aussi au bien-être et à l'épanouissement de l'enfant dans son environnement. Et enfin, c'est de permettre aux parents d'accéder à des espaces de liberté, avec des structures qui prennent le relais sur des périodes plus ou moins courtes, de quelques heures par jour à quelques jours,
dans l'idée de souffler, se ressourcer et pouvoir aussi bénéficier de loisirs comme les autres parents, pouvoir accomplir certaines démarches administratives qui sont parfois lourdes. Je pense notamment dans ce qui relève du domaine du handicap, et donc combattre un peu cet épuisement physique et psychique. Donc voilà pour ce qui est de la littérature. Du coup, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'aller concrètement sur les dispositifs qui existent en local et qui concourent à répondre à ces objectifs. Ok. Je Je prends le relais, Arnaud. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il y a un décalage? Non, ça marche bien? Très bien, Sandra. Bon, Super. ouf, tant mieux. Ouais. Parfait. Merci Arnaud, tu as changé la diapositive. Je vois ça. Parce que j'ai un bandeau en plein milieu. Je vais essayer de faire au mieux. Donc bonjour à tous. Donc je suis Sandra Robles, effectivement, conseiller technique parentalité à la CAF des Alpes-Maritimes. J'ai en charge le pilotage de certains dispositifs et aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'aide et l'accompagnement à domicile. On va le faire à deux voix. On a choisi ce format-là. Donc, je vais commencer par introduire ce service, cet outil qui existe voilà, au bénéfice des parents. Donc, je vais présenter voilà, la partie réglementaire et puis sur une autre partie, ce sera Amandine Relier qui est technicienne d'intervention sociale et familiale qui va voilà, parler de son métier, qu'est-ce que ça génère auprès des familles et comment on peut permettre le répit parental par l'intervention d'un ou d'une TISF à domicile. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être pour des histoires de panélistes, c'est de répondre aux questions quand on a fini toutes les deux. Donc voilà, pouvoir répondre à certaines questions que vous pourriez avoir. Donc voilà, quand on aura terminé toutes les deux, si ça vous va. Donc l'aide et l'accompagnement à domicile, donc je commence. Effectivement, donc c'est un outil qui est quand même connu des professionnels donc dans le champ de la famille. Donc je pense qu'au niveau connaissance de ce dispositif, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment trop de choses que vous allez apprendre. Par contre, peut-être la nouveauté, et donc là c'est suite au confinement et à cette crise sanitaire, c'est que l'AAD s'est vraiment orientée ou a ouvert en tout cas un axe donc auprès des familles dont un enfant ou des enfants peuvent être porteurs de handicap ou en phase de reconnaissance. Donc là, c'est une nouveauté. On peut s'inscrire maintenant dans ces interventions-là pour permettre du coup le répit parental. On va le voir juste après. Donc là, c'est issu de ces confinements et de ces crises sanitaires où il y a eu vraiment un besoin généré par les familles d'avoir de l'aide à domicile pour pouvoir voilà, éviter en l'occurrence les burn-out parentales. Donc l'aide à domicile, je pense voilà, que vous le savez, c'est une aide qui est à domicile, qui est proposée donc par des professionnels qui peuvent être donc des techniciens d'intervention sociale et familiale ou des AES, donc ce sont des accompagnants éducatifs et sociaux, donc qui arrivent à domicile pour permettre aux familles sur un temps donné d'avoir donc un renfort de professionnels pour pouvoir les aider au quotidien et pour pouvoir sur ce temps de crise avoir une épaule sur laquelle se reposer pour retrouver suite à la fin donc, de cette crise une autonomie et une harmonie au cœur de la famille. Donc voilà, c'est vraiment une intervention de professionnel sur un temps donné. On intervient sur 4 axes d'intervention. Donc, juste pour un rappel, que vous le sachiez, on intervient sur la périnatalité et la naissance. Donc là, en lien avec le rapport des 1000 jours. Donc, on intervient voilà, sur les mamans, les parents qui attendent un enfant jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Donc là, il faut qu'il y ait aussi un événement qui soit voilà, qui complique la situation. Ce n'est pas juste la naissance ou juste la grossesse qui peuvent faire bénéficier d'une aide à domicile, mais c'est qu'il y ait un fait un petit peu aggravant de la situation. Ça peut être une pathologie, voilà, ce type de situation. On intervient aussi sur la dynamique familiale. Donc là, ça peut être les recompositions familiales. Ça peut être tout ce qui est état de santé, donc la maladie longue durée ou courte durée. On intervient sur les ruptures familiales, que ce soit séparation ou décès parents, décès enfants. Donc voilà, possibilité d'intervention à ce moment-là. Et donc là, on va mettre un focus sur l'inclusion. Donc l'axe d'intervention inclusion. On intervient sur l'insertion socio-professionnelle d'un monoparent, donc ça on va laisser de côté, mais on intervient voilà, dans le champ du handicap. Donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui pour cette question de répit parental.
Que vous le sachiez, on intervient dès le premier enfant ou avec un enfant à naître. On intervient jusqu'aux 18 ans de l'enfant. L'idée, c'est que le parent puisse formuler la demande sur l'année qui suit l'événement. Donc, par exemple, il y a une séparation. Le parent peut formuler la demande d'une aide à domicile sur l'année de la séparation jusqu'à 1 an après la séparation. On peut intervenir auprès de toutes les familles, qu'elles soient allocataires ou non. Et puis, par contre, on demande une participation familiale donc qui est évaluée en fonction des revenus de la famille. Donc, ça va de 26 centimes l'heure d'intervention et ça peut aller jusqu'à 11,88 € donc l'heure d'intervention. Le reste est pris en charge par la caisse des allocations familiales. Voilà pour cette première partie macro sur ce dispositif d'aide à domicile. Arnaud, s'il te plaît, est-ce que tu peux poursuivre le slide, s'il te plaît, suivant? Tu n'as pas envie de changer de slide. Super. Très bien. Alors, bon, moi, j'ai le titre qui n'apparaît plus, mais je crois que je parle des publics à ce moment-là. Les Donc, interventions. pour les publics bénéficiaires. Les interventions dans le cadre de l'inclusion. Dans le cadre public de et l'offre. Oui. Merci beaucoup, Amandine. Je pense que c'est toi qui as parlé. Non, oui, j'ai un Stéphanie. bandeau sur le titre. Je ne sais pas pourquoi. Pardon. Merci. Donc effectivement, pour l'axe d'intervention inclusion, on intervient auprès de publics. Donc ce sont soit les familles dont un ou des enfants sont ou est porteur de handicap, donc est en situation de handicap. Donc là, on a cadré la CNAF a cadré ces interventions-là en lien avec les bonus inclusion handicap. Donc, la famille doit répondre à un ou des critères de ces bonus-là. Donc, ça peut être, par exemple, les parents sont bénéficiaires de l'allocation éducation de l'enfant handicapé, donc de l'AEH, ou alors l'enfant va souvent est pris en charge régulièrement par un CAMPS. Voilà un autre critère. Ou alors, ça peut être que les parents sont bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, la JPP. Donc, voilà, il y a différents critères pour que vous en sachiez quelques-uns. De toute façon, c'est évalué par le professionnel qui vient à domicile, qui évalue la situation. OK, vous répondez à un critère, vous pouvez bénéficier d'une intervention à domicile, juste pour que vous sachiez. La deuxième situation donc, qui est intéressante aussi, c'est qu'on peut intervenir dans le cadre du cours de détection du handicap, donc toute la phase qui est amont. Donc voilà, donc là, on peut être vraiment avec donc les professionnels TISF en renfort sur cette situation-là et vous allez voir pourquoi ça peut être vraiment utile dans cette période. Donc l'offre qui est proposée, donc comme je vous le disais, j'ai un peu insisté sur les techniciennes d'intervention sociale et familiale ou techniciens, puis il y a aussi certains hommes qui font ce métier-là. C'est qu'on demande à ce que ce soit ces professionnels-là qui interviennent dans cet axe d'intervention inclusion handicap, parce qu'on demande à ce qu'ils soient formés dans le handicap. Donc c'est une obligation pour intervenir ensuite auprès des familles. L'idée, donc c'est pour ça aussi que voilà, il y a une idée vraiment de répit et de prévention du burn-out, puisqu'on peut intervenir jusqu'à 2 fois 4 heures par semaine, ce qui fait quand même à peu près 2 demi-journées par semaine d'intervention, pour permettre vraiment aux parents de pouvoir avoir les compétences du professionnel à domicile qui peut aider dans certaines situations, aider voilà, par rapport au handicap de l'enfant, mais qui peut aussi permettre aux parents, et Amandine va vous en parler juste après, et voilà, je pense que ce sera très intéressant. Ça peut aussi juste permettre aux parents de prendre soin de lui pour pouvoir ensuite revenir encore mieux vers ses enfants et sa famille. Ce qui est intéressant aussi, ce qui a été une grande nouveauté, c'est qu'on peut permettre maintenant 50% de temps d'absence du parent. Donc, c'est-à-dire que sur 100 heures d'intervention donnée sur 8 mois, par exemple, il peut y avoir 50 heures d'absence du parent et donc le professionnel reste à domicile avec l'enfant. Et donc, le parent a la possibilité, comme le disait Arnaud en préambule, d'avoir du temps avec la fratrie, de faire des démarches administratives qu'il n'a pas le temps de faire toute la semaine ou de prendre un petit peu de temps pour soi.
Donc voilà, il y a vraiment un accent fort qui a été donné sur ce temps d'absence. Donc effectivement, ça se fait tout au long du temps d'intervention. Il faut qu'il y ait un lien avec le parent de confiance qui est fait avec le professionnel. Donc voilà, ça s'établit au fur et à mesure. Donc voilà ce qui est proposé. Arnaud, je crois que la slide d'après, on va arriver directement sur la partie d'Amandine. Alors, tout à fait. Donc, je vais laisser la parole à Amandine qui va vous présenter donc qu'est-ce que le métier de TISF pour que vous l'ayez un petit peu plus en tête. Et ensuite, qu'est-ce que ça va permettre dans le cadre de répit parental pour vraiment aider ses parents et ses enfants. Je te laisse la parole, Amandine. Ouais, merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est tout bon aussi? C'est très bien, Amandine. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que le métier de TISF? Donc, c'est une aide aux familles qui rencontrent donc à un moment T, ça on l'a vraiment bien dit, une difficulté qui la déstabilise. Donc là où le TISF va permettre à la famille de retrouver une situation stable et pérenne et son action, on se tourne vers le quotidien. Alors ça va être autant la gestion du budget, les courses, la suppléance dans les travaux ménagers, l'aide administrative, aider et soutenir aussi la parentalité, de l'insertion pro, aménagement du logement, etc. Donc, on est vraiment axé sur le quotidien. Ça, c'est le point fort de notre métier. Donc, c'est à travers un repérage donc, des difficultés et des facultés des parents et des enfants que la TISF va pouvoir répondre et s'adapter à leurs besoins. Ça, ce que tout professionnel du social, j'ai envie de dire, font, pratiquent. Donc, le but est de proposer un projet personnalisé pour les rendre acteurs de leur prise en charge dans un climat de confiance. Si on n'a pas ce climat de confiance, même si c'est des parents qui viennent vers nous, on ne peut pas travailler. Donc ça s'instaure au fur et à mesure donc des interventions et aussi en amont avec l'évaluatrice qui met cet accent sur ce point. Voilà. Si tu peux passer la slide d'après, c'est cool. Oui. Merci. Pour toi, je veux bien. Ah, merci. Comment son intervention peut permettre le répit parental? Alors, donc, c'est de suppléer le parent, lui permettant de se réapproprier des gestes et des moments simples. Alors, c'est des moments simples, hein. Donc, prendre une douche, un bain, aller chez le coiffeur, dormir. Mais quel parent n'aurait pas rêvé d'avoir chez soi une professionnelle qui puisse lui dire « mais va dormir ». Voilà, prendre soin de soi, aller aux rendez-vous médicaux, entretenir une vie sociale parce qu'il y a énormément d'isolement et reprendre ou faire ou pratiquer une activité sportive. Et ça va au-delà, il y a plein d'exemples, bien sûr. Donc, pendant ce temps, la TISF s'occupe des enfants, propose des activités, bien évidemment, en rapport avec l'âge de l'enfant et aussi de sa pathologie, s'il y en a. Il y a les soins de nursing, voilà. Un projet individualisé qui se crée et qui se construit avec le parent et l'observation de la professionnelle, bien évidemment. Wow, trop bien. Alors, comment est abordé le répit? Donc, il y a une évaluation qui est faite au domicile. Il y a des freins qui peuvent donc apparaître. Souvent, les mamans, quand on leur en parle, alors elles peuvent sentir ça comme une intrusion. Donc, la TISF va me piquer mon rôle de maman. Donc, le but, c'est vraiment de les rassurer, d'identifier les freins, voilà, grâce à la relation de confiance qui va s'établir au fur et à mesure avec le parent. Et la rassurer, lui dire non, elle ne va pas vous piquer votre rôle de maman. C'est à travers ce temps de répit parental qu'au contraire, vous allez reprendre du plaisir. Parce que là, le thème de avoir envie avec du plaisir, voilà, de s'occuper de son enfant et de ne pas tomber justement dans les violences éducatives ordinaires. Alors, on peut prévenir plein de choses. Donc, l'intervention de la TISF peut prévenir divers thèmes. Donc, on les a mis en dessous, hein, le burn-out parental, éventuellement un placement, hein, puisque donc, les violences éducatives ordinaires peuvent déboucher sur quelque chose d'encore plus grave, d'éventuels problèmes financiers et l'isolement social. Généralement, ça va aussi avec le thème de l'handicap. Le but, voilà, c'est vraiment de s'adapter à la famille,
de créer des outils pour aider les dents. Ce n'est pas très joli comme phrase, mais aider les dents. Voilà. Les dents, c'est le pilier de la famille. Et si on n'a pas ce pilier qui est cognitivement présent, qui est bien, entre parenthèses, il y a tout qui s'écroule. Voilà. Alors, on vous a mis des situations d'exemple sur laquelle j'ai pu travailler, par exemple. J'ai eu un bébé donc, de 18 mois qui était en situation de handicap physique et moteur, retard de marche, langage, qui était suivi au CAMPS. Donc, il y avait toute une prise en charge, bien évidemment, autour de cet enfant. J'ai pu supplier la maman dans l'accompagnement du repas parce que pour elle, c'était un stress. Cet enfant avait donc un siège adapté. Il y avait déjà une ergothérapeute qui avait donc préparer ce siège-là. Et l'angoisse de la maman, c'était la fausse route. Donc, à chaque bouchée, elle était en situation de stress intense. Donc, elle n'avait plus le plaisir de pouvoir donner à manger à son enfant. Et à travers ce geste simple du quotidien, j'ai pu faire en sorte qu'elle se réapproprie ce moment. Donc, je l'ai complètement suppléée. J'ai pris la place d'eux. Elle est à côté de moi et c'était fabuleux de la voir, vous savez, les bras et les épaules qui tombent. Voilà, vraiment le soulagement de cette maman de se dire, je n'ai pas fait ça. Voilà, pour une fois, j'ai délégué. Donc, la TISF, voilà, peut faire aussi cela. Ensuite, sur une autre famille, c'est un enfant de 12 mois qui devait subir une opération pour un bouton de Mickey. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe, c'est une ouverture au niveau de l'estomac. Mais en attendant, cet enfant avait été nourri par sonde. Et la maman ne sortait plus, avait peur de tout. Et je lui ai proposé de sortir, voilà, de sortir en poussette. Se réapproprier un moment à l'extérieur, de savourer les bruits extérieurs, prendre plaisir avec l'enfant qui lui aussi découvre dehors. Voilà, donc le bruit des feuilles mortes par terre, voilà. Pour un autre enfant, une autre famille, donc c'est un plus grand, c'est un enfant qui a été diagnostiqué de TDAH. Donc, j'ai pu permettre à la maman de sortir avec ses autres enfants, que la famille puisse se retrouver. Donc, ils sont allés au skatepark. Ça a été un moment vraiment de joie quand ils sont revenus, ils avaient tous le sourire. Et moi, j'ai pu apporter une aide aux devoirs donc, à cet enfant-là, où j'ai pu retranscrire après à la maman une idée, une piste qui a fonctionné. Donc, il avait des difficultés d'apprentissage sur une leçon. Je lui ai proposé de la prendre debout et quitte même à marcher. Voilà, donc ces TDAH, ils sont assez hyperactifs. Donc, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, voilà, donner des clés, des outils à la maman, se dire, voilà, ça a marché, ça ne marche pas. On réajuste, mais on prend plaisir. Voilà, le quotidien. Voilà. Merci, Sandra, oui, voilà, pour conclure, il y a la possibilité de contacter deux associations sur les Alpes-Maritimes. On a donc l'ASPA qui est sur l'ouest du département, donc de Théoul à la fin de la Casa qui est Villeneuve-Loubet. Et donc sur l'est du département, on a la DMR connue aussi qui peut intervenir jusque dans le nord du département, de Puget-Théniers à Tende. Donc voilà, vous pouvez aller sur leur site internet directement, retrouver leur numéro de téléphone ou pour le transmettre aux familles, ou vous pouvez vous-même en tant que professionnel faire le relais pour les familles, ou alors vous avez toutes les informations sur notre site du CAF.fr. Voilà, j'espère qu'on vous a donné un aperçu assez clair de cet outil-là, de ce dispositif et de ces professionnels, et que on a pu vous montrer la plus-value de leurs interventions auprès de ces familles, dans cette idée de prévention du burn-out et dans l'idée du répit parental et de les soulager dans ces moments un petit peu délicats. Oui, Sandra. Donc, on avait une collègue qui disait comment saisir la TISF.
Donc, c'est bien en passant par le biais de ces 2 associations, c'est ça? Absolument, oui, directement. Directement appeler ces associations. Il y a un premier filtre qui est fait par le secrétariat pour voir si la famille répond bien aux premiers éléments. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il n'y ait aucune autre aide possible. Voilà, qu'il n'y ait pas de mutuelle qui puisse prendre en charge la situation. Ou, voilà, il faut vraiment que la famille soit isolée et puis répondre à certains critères, notamment les 18 ans de l'enfant, qui est au moins un enfant, qui répondent aux 4 motifs. C'est un premier filtre. Et ensuite, il y a une évaluatrice, ce sont des femmes dans le département, qui viennent à domicile et qui évaluent le besoin et qui regardent encore un petit peu plus précisément les critères pour voir s'il y a vraiment nécessité d'une intervention d'une TISF à domicile. Donc ça se fait, il y a 2 filtres possibles. Et en tout cas, le premier accès, c'est directement téléphoner aux associations l'ASPA et la DMR en fonction du lieu de résidence de la famille. D'accord. Et la collègue demandait quels que soient les besoins de l'enfant. Donc là, on est vraiment sur tous les types de besoins confondus. Oui. OK. Il y a une question de Maë Nicolas qui demande est-ce que cette intervention est compatible avec une PCH? Par exemple, si une famille bénéficie de temps d'accompagnement par un pro financé par la PCH, peut-il aussi solliciter l'intervention d'un ou une TISF? Alors, je ne vois pas de contre-indication. Il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, ça ne fait pas partie. Il n'y a pas de contre-indication. Donc, il faudrait que je vérifie et que je puisse donner plus précisément l'information. Moi aussi, je suis comme toi, Sandra. Il me semble qu'il n'y a pas de contre-indication avec la PCH, mais à vérifier pour être sûr. Ouais. Oui, c'est pas dans la règle. Ouais. Je vérifierai, je te donnerai l'information. Et vous pouvez transmettre l'information au RH et puis moi, du coup, je retransmets aux collègues. Donc là, c'est Maë Nicolas, j'ai noté. Quelle est la différence entre l'intervention d'un éducateur et l'intervention d'une TISF? La bonne question. Je dirais qu'on a un référentiel qui est quand même très commun. Donc, évidemment, l'un et l'autre se rapprochent, mais je pense qu'un éducateur spécialisé sera plus dans l'éducatif. La TISF, c'est vraiment quelque chose de plus global. C'est vraiment le quotidien. Voilà. D'accord. Parce que la question se pose, Amandine, évidemment. Et là, de ce qu'on a compris au travers de vos exemples, l'appareil, la TISF, peut aussi bien intervenir auprès d'un nourrisson de 6 mois que d'un jeune bientôt majeur de 17 ans et demi. Exactement, ou même un nouveau-né. La TISF, on a toujours cette phrase que j'ai dit à Sandra plusieurs fois, c'est le couteau suisse du social. D'accord. Elle travaille tous les thèmes et aborde tous les sujets. Voilà. Elle doit être en capacité d'aider une maman à la sortie de la maternité, comme un ado, sur tous les thèmes. Et en moyenne, combien d'heures sont attribuées par semaine à une famille? Je dirais que… Alors, on vous donnait, en moyenne, on donnait 2 fois 4 heures. 2 fois 4 heures, c'est la moyenne qui se fait. Oui. D'accord, ok. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions auprès des collègues connectés. Donc, si vous voulez, on peut poursuivre. D'accord. J'ai juste, Arnaud, Sandra, Amandine, j'ai juste pas rappelé le cadre horaire. Vous savez qu'on est jusqu'à 11h30. J'imagine que vous avez prévu votre intervention en conséquence. Et à 11h25, j'envoie un petit sondage auprès des collègues pour avoir leur retour justement sur le flash pratique. Voilà au niveau du timing. Très bien. D'accord. Alors, il faut me dire si je dois repasser quelqu'un en panéliste ou pas. Normalement, Arnaud, tu reprends la suite, mais il va y avoir Oui, des…
Je rends. Oui, je vais être accompagné de Hélène Amdirieux de l'association Gouttes d'Homme et de Laurence Deron de la commune de Valbonne. Je suis désolé si des fois j'ai un petit temps de réaction décalé, mais ça assure beaucoup au niveau du son. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, bon. ça va là. Ça va, Arnaud. Est-ce que, Arnaud, du coup, j'essaye d'ouvrir les micros de Hélène. Hélène Derieux, c'est ça? Amdirieux, oui. Bah, je vais pouvoir peut-être présenter le dispositif suivant et Oui. après passer la parole à Hélène. Ok, donc Hélène. Hélène, normalement, c'est bon. Oui, je pense. Ah, super. Bonjour, Hélène. Bonjour, Bienvenue. merci. Et Laurence Deron. Hein. Alors, Laurence, je ne l'ai pas vue. Elle est connectée, Laurence, Arnaud. Vous l'avez vue? Oui. Je ne l'ai pas vue, mais elle m'a envoyé un mail. Moi, je la vois pas Laurence dans est bien les... connectée, elle le note dans son. Elle le note dans les commentaires. Alors, si elle peut lever la main, du coup, et peut-être je peux la retrouver. J'enchaîne? Oui, Arnaud. Hein. On peut y aller. Et puis moi, j'essaye d'ouvrir le micro de Laurence. Ok. D'accord. Donc, après la présentation du service d'aide à l'accompagnement domicile, un dispositif est à disposition aussi des partenaires et Ça assure, Arnaud. Hein. C'est le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des OAP. On va vous présenter des illustrations d'actions, mais aussi des autres, parce que réseau Parents 06, c'est constitué de projets et d'actions. Donc, il y en a autour d'une centaine sur le département. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'apporter des outils pour les parents, pour les accompagner dans leur fonction parentale, de les soutenir parfois quand il y en a le besoin. Donc, tous ces projets et ces actions, ils sont fondés autour de principes ou de valorisation des compétences parentales, parce que les parents ont des compétences, ils ont des expériences. Donc, c'est aussi de pouvoir partager des expériences. Et c'est surtout des projets et des actions qui sont protéiformes, c'est-à-dire que ça peut prendre différentes formes, comme vous l'avez sur la diapo. Donc, voilà, des ateliers enfants-parents, des groupes d'échange, des groupes de parole, des conférences, des sorties familiales. Donc, différentes formes et aussi qui vont sur différents publics et différents besoins. Donc, c'est vraiment les besoins exprimés par les parents qui guident les projets. Et donc, on peut aller sur des parents d'enfants en bas âge, ce qui est effectivement la majorité des actions du réseau Parents 06.
Mais on peut aller aussi sur des adolescents, on peut aller sur la thématique de la scolarité, on peut aller aussi sur la thématique du handicap et donc du coup du répit parental s'il y a un besoin qui s'exprime autour de ça. J'en profite d'ailleurs pour vous préciser que pour les professionnels que la campagne de subvention du REHAP 06 s'ouvre aujourd'hui et elle se clôturera le 9 janvier. Donc, on a envoyé un mail à tous les partenaires. Donc, il y a toutes ces actions. Donc, différentes formes, différents publics, différents besoins. Et puis, on a aussi des réseaux. Donc, on a des réseaux locaux. Donc, on a une dizaine de réseaux qui sont soit à l'échelle communale, soit intercommunale, soit même des fois à l'échelle de quartier sur la ville de Nice. Et l'objectif de ces réseaux, c'est de mettre autour de la table parents et professionnels au même niveau pour qu'on puisse avoir l'expression des besoins des parents et en face des professionnels qui puissent être alimentés pour monter des projets qui répondent à ces besoins de parents. On a 2 réseaux. Oui. Ah, là, on a… Arnaud, on ne vous entend plus du tout. Je ne sais pas quoi faire. Ah, ça y est. OK. C'est votre connexion, je pense, qui est très instable. Eh oui. Ah, ben, connexion instable. Oui. OK. Donc, vous disiez entre parents et enfants, ça s'est coupé. Ouais. Donc, on a des réseaux locaux et on a des réseaux qui sont donc réseaux locaux, mettre les parents et les professionnels autour de la même table pour en fait avoir les besoins des parents exprimés et puis avoir la possibilité d'avoir des projets qui sont portés par les professionnels et qui sont en réponse à ces besoins. Il y a 2 autres réseaux qui sont départementaux. C'est plutôt pour les On professionnels. vous a perdu, Arnaud. Ouais. Mettre les parents et les enfants autour de la même table. Ouais, je suis désolé. Vous m'entendez là? Oui, là, oui. Alors, le mieux que j'ai à faire, c'est de passer la parole à Hélène Amdirieux, qui va illustrer une action, un projet associatif dans le cadre du REHAP. OK. Voilà. OK. Juste avant Hélène, du coup, je pense avoir réussi à ouvrir le micro de Laurence. Donc voilà, si juste Laurence peut… Amandine, est-ce que vous avez besoin de vous exprimer de nouveau ou est-ce que je peux vous retirer du panéliste? Vous pouvez, c'est tout bon. Si on a des questions à me poser, on me remettra tout à l'heure. Oui, comme ça, j'essaye de… Voilà, comme ça, il y a Hélène et Laurence. Et Laurence, si vous pouvez faire un essai, voir si on vous entend. Oui, moi, je vous entends très bien. Parfait, et nous aussi. Impeccable. Merci. On Merci vous beaucoup. écoute, Hélène et Laurence. Donc, Hélène Rieux, l'association Goodom. Nous sommes une association d'éducateurs spécialisés dans le domaine de l'autisme et des troubles du comportement. On travaille avec les méthodes comportementalistes et dans le cadre du REHAP, on organise donc pour les familles avec des enfants en situation de handicap et de les soutenir et de proposer des temps où effectivement on prend en charge leur enfant avec des professionnels justement qui sont formés pour s'en occuper, pour qu'eux puissent pendant ce temps se parler entre eux, échanger ou alors vaquer à leurs occupations. On propose ces temps sur plusieurs villes. On essaye de permettre à toutes ces familles de pouvoir avoir un petit peu de répit, justement, et on organise aussi ce qu'on appelle des week-ends de rupture ou des séjours adaptés, ce qui permet vraiment là, de prendre en charge sur des enfants justement qui sont vraiment en manque de prise en charge et qui ont vraiment de grosses difficultés de pouvoir sortir du cocon familial, pouvoir vraiment travailler sur justement tous ces troubles du comportement sortis de leur environnement. Et les familles de pouvoir, elles, se reposer, effectivement, redevenir un couple pour ceux qui n'ont pas d'autres enfants ou justement pouvoir profiter des fratries. Et en même temps, nous, ça permet effectivement en tant que professionnels de pouvoir intervenir ou de pouvoir en tout cas observer tous les troubles du comportement qui peuvent exister sur une journée avec tout ce qui correspond au quotidien. Donc voilà, nous, notre rôle, ça va vraiment être de travailler sur toutes ces difficultés pendant que les parents peuvent souffler. Voilà, notre association, depuis 2014, a ouvert un service éducatif, donc on intervient à domicile, effectivement aussi dans le cadre de la PCH et de l'AEH.
On propose des guidances parentales, on propose des formations aux parents, mais aussi aux autres professionnels pour pouvoir accueillir ces enfants. On travaille sur l'inclusion puisqu'on intervient également aussi dans les écoles où on permet aux AVS d'obtenir les outils de ces méthodes qui voilà, permettent d'accueillir l'enfant sereinement. On aide aussi les familles dans les dossiers et les démarches administratives parce qu'on connaît les difficultés et le parcours des parents. Voilà, on travaille avec ces enfants depuis très longtemps et du coup, on a voulu aussi grandir avec eux. Donc, on développe aussi des actions socio-professionnelles. On travaille vraiment sur des activités d'inclusion, mais aussi de formation. Voilà, on essaye de répondre vraiment à tous les besoins de ces familles qui sont déjà en grande difficulté. Je pense que voilà. Merci Hélène. Ok, merci Hélène. Ouais. Donc là, voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'était vraiment de mettre en avant et d'illustrer les actions qui sont concrètement réalisées sur le terrain, en l'occurrence à Avance, mais aussi à Carrosse pour l'association Avance, Good Dog. voilà, Avance, on propose aux familles tous les derniers samedis du mois de se réunir, donc familles et enfants, dans nos locaux, dans le jardin associatif qu'on a sur Vence. Donc là, c'est vraiment des moments d'échange justement sur les difficultés des familles et leurs besoins, et aussi l'accompagnement des enfants, puisque on propose des activités pour les enfants pendant que les parents se détendent. C'est là qu'on aborde des thèmes sur la parentalité, sur justement tout ce qui est parentalité positive, mais aussi toutes les difficultés sur l'alimentation, sur le sommeil. C'est vraiment un temps d'échange entre professionnels et parents. On propose donc à Carrosse des accueils justement aussi, alors c'est une fois par mois, en général le samedi aussi, de prendre en charge tous ces enfants atteints de troubles, pendant que les familles sur le centre social de la Passerelle peuvent également se réunir, partager et échanger autour d'un café. Et tout au long de l'année, en fonction des demandes effectivement des familles, des besoins, on oriente nos actions sur des thèmes particuliers. On a des moments aussi d'échange festifs où tout le monde se réunit sur des actions. Alors ça peut être vide-grenier, mais ça peut être aussi d'aller cueillir des olives. Enfin voilà, ça dépend effectivement le moment, l'action que les parents souhaitent. Ok. Et comment les familles, elles viennent vers vous spontanément? Elles vous sont adressées? Alors, on connaît beaucoup de familles dans le sens où on mène des actions qui sont vraiment très parallèles dans le cadre du programme de réussite éducative, par exemple, ou alors dans notre prise en charge éducative quotidienne. Donc, c'est beaucoup de bouche à oreille, par les réseaux sociaux, par les professionnels de santé ou autres. Les enfants nous sont adressés ou les familles nous sont adressées. Et après, on diffuse, nos actions le plus large public que possible pour qu'elles soient informées et puissent venir. D'accord, d'accord. Ok. La question pour nous, professionnels là, de terrain, donc je vous rappelle qu'on a des professionnels de crèche, de la petite enfance, du secteur enfance et jeunesse. Comment on sait vers quel partenaire on doit inviter la famille à se rapprocher? Comment on sait si c'est plutôt vers une TISF ou si c'est plutôt vers, là j'ai entendu des éducateurs, c'est ça, au sein de Good Dom? Tout à fait. Euh, Alors ça dépend un peu du parcours de l'enfant. Effectivement, il y a un rôle qui est effectivement sensiblement le même, mais pas que. Effectivement, comme le disait votre collègue tout à l'heure, on s'oriente beaucoup plus sur l'éducatif, sur le trouble du comportement, sur la difficulté. On peut être aussi, avant le diagnostic, on est surtout sur l'accompagnement vraiment éducatif. On est en lien avec les hôpitaux de jour, les structures. On est vraiment plus sur travailler justement ce qui est difficile avec l'enfant pour que les parents puissent être soulagés. On est vraiment sur, plus sur le champ du handicap, précisément l'autisme. Notre plus grande demande est vraiment sur ces enfants. D'accord. J'imagine la situation, hein, je travaille en centre de loisirs, je repère effectivement une maman qui a
plusieurs enfants, mais de ma place d'animatrice centre de loisirs, je ne sais pas quelle problématique rencontre cette maman. Je vois juste qu'elle semble très épuisée, très énervée. Voilà, à qui on peut qu'est-ce qu'on peut lui conseiller en fait? Après, nous, on travaille avec un réseau de partenaires. Donc, de toute façon, quand l'orientation d'un enfant est faite, il y a plusieurs partenaires qui sont là et avec qui on va échanger. On va vraiment être en lien avec tous ceux qui sont déjà dans la prise en charge et on peut orienter vers tous ceux, justement, qui sont nécessaires. Donc, après, c'est selon, effectivement, les besoins et l'observation qu'on en fait et la demande des professionnels autour que va s'orienter les choix, je pense. En tout cas, c'est comme ça que ça se fait dans notre quotidien. Il y a vraiment une participation collective. La décision ne se prend pas forcément directement, à moins que ce soit directement un parent qui s'adresse à nous. Mais sinon, c'est l'équipe en entier qui va prendre une décision collective pour savoir quoi faire pour l'enfant. Et puis nous, on est tout à fait à même de proposer tout ce qui existe. De toute façon, on se doit de proposer tout ce qui existe à une famille quand on la reçoit. Donc après, voilà, c'est une question de besoin, d'orientation, de parcours. Du coup, avec cette maman, je peux tout à fait lui dire, bah, écoutez, soit vous vous tournez vers une TISF, donc via ASPA ou ADMR en fonction du territoire, ou soit vous pouvez vous adresser directement à l'association Goutte d'Homme. Ça se fait comme ça? Tout à fait, ça peut se faire comme ça. D'accord, ok. Et si je peux compléter, alors bon, j'ai que les voyelles, donc j'ai du mal à suivre, mais si je peux compléter, effectivement, l'enjeu d'information des publics et des professionnels, il est majeur. Et donc, on va vous préciser où est-ce qu'on peut trouver l'information. Mais du coup, la transition, elle est toute faite pour passer la parole à Laurence de Ronde, puisque là, il s'agit de l'illustration d'un réseau local. Et comme avance aussi, il y a un réseau local, le réseau regroupant les professionnels qui sont en contact avec les familles et les parents. Du coup, c'est aussi par ce biais-là qu'on peut avoir des parents qui soient leur parole est portée par des professionnels au sein du réseau et le maillage va se faire. D'accord. Je ne sais pas si vous entendez bien. Mais du coup, voilà, pour illustrer ça, ouais. Arnaud, il y a juste une question de alors Mario Dango qui demande est-ce qu'on peut coupler les actions REAP et AAD? Et après, il y a une deuxième question. Ah, cette Mariode, oui. Elle est pertinente. Je vois pas de contre-indication, comme dirait ma collègue Sandra Robles, puisque le service d'aide et d'accompagnement à domicile, il va intervenir à domicile, mais rien n'empêche non seulement le professionnel du service d'aide et d'accompagnement à domicile de faire connaître des dispositifs et d'accompagner les familles vers un LAEP, vers une action du réseau, vers une ludothèque, et faire le lien. Et après, effectivement, que la famille puisse s'en saisir d'elle-même, quoi. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de travailler sur des situations d'enfants où il y avait une TISF et nous, en action différente. C'est-à-dire, nous, la TISF était vraiment sur tout ce qui était domicile. Nous, on était sur tout ce qui était à l'école, éducatif et accueil sur les prises en charge, par exemple. Ok. Il y a une deuxième question, je pense à l'intention d'Hélène. Alors, Christelle Mallet, Saint-Laurent-du-Var, coordinatrice, dit vous proposez des séances ABA sur carrosse avec un partenariat, point d'interrogation. Et est-ce qu'une notification MDPH en institut spécialisé est nécessaire? Alors non, la notification en institut n'est pas nécessaire. Il suffit d'avoir un dossier MDPH pour pouvoir bénéficier des aides de l'AEH ou de la PCH et on rentre dans ce cadre-là dans les deux. Là, d'autant plus, on est sur des actions, par contre, qui sont financées par le REAP, donc il n'y a même pas de condition, si ce n'est d'avoir besoin d'un répit. Donc là, c'est vraiment, dans ce cadre-là, c'est complètement gratuit et donc les familles viennent spontanément, enfin orientées par les équipes, mais je veux dire, n'ont pas besoin d'avoir une aide particulière ou d'un critère particulier. Hélène, il y a votre micro qui s'est coupé. Oui. C'est bon. Hélène? Ah, il me semblait qu'il y avait une autre question au départ. Oui? Oui, c'est bon. Oui, je vous entends.
Ah, super. Donc, il me semble qu'il y avait une autre question, non? Est-ce qu'il y avait... Vous proposez des séances ABA sur carrosse avec un partenariat, point d'interrogation, une notification MDPH en institut spécialisé est-elle nécessaire? Alors, le partenariat est avec le centre social La Passerelle et dans le cadre du REAP. Et dans le cadre du REAP, du réseau d'écoute et d'appui aux familles. D'accord. Je devrais me déconnecter au plus tard à 11h40. Barbara qui nous dit qu'elle doit partir à 11h40. Le format du flash pratique, Barbara, c'est 11h30 et c'est un timing qu'on essaye de tenir parce que les collègues se connectent pour certains sur leur lieu de travail. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, à 11h25, on envoie le sondage. Et là, il est 11h06. Donc, pour votre organisation, donc, il y a Laurence qui doit intervenir et donc Barbara, je crois, à la suite. Hein. Peut-être on peut poursuivre avec Laurence. Oui, merci. Bonjour à tous et à Bonjour, toutes. Laurence. Merci. J'espère que vous m'entendez bien. Oui? Oui, c'est parfait, Super, impeccable. parfait. Alors, écoutez, pour illustrer effectivement notre exemple, enfin notre expérience sur Valbonne, alors nous, dans le cadre du réseau REAP, effectivement, on a créé ce réseau en 2011. Donc, du coup, effectivement, on est deux animatrices. C'est-à-dire ma collègue directrice des crèches de 0-6 ans qui s'appelle Isabelle Marquez-Pouet et moi, 7 ans et plus, qui suis effectivement responsable du service santé et du conseil local en santé mentale. Donc, du coup, à nous deux, effectivement, je veux dire, on gère ce gros réseau et on a la chance d'avoir une grosse implication des parents sur Valbonne avec toutes les associations de parents d'élèves qui sont effectivement très, très dynamiques. Donc, du coup, on a vraiment non seulement les parents qui communiquent entre eux par le biais des associations, on a aussi une mailing list de à peu près 500 parents, mais on a aussi effectivement tous les établissements scolaires qui donnent de l'information je vais dire par le biais de leur site. Chaque fois qu'effectivement on a ce groupe, alors déjà je vais peut-être commencer par là, ce groupe de parentalité donc existe depuis 2011, on a 5 à 6 réunions par an et donc ce sont les parents qui fixent effectivement les besoins et les attentes effectivement pour les années suivantes et donc du coup cette année c'était effectivement les troubles du neurodéveloppement et tout ce qui est effectivement je veux dire donc, on a eu une grosse année sur donner de l'information aux parents et on a eu un forum de la parentalité au mois d'octobre. Donc, du coup, quand on a décidé effectivement dans le cadre de ces groupes de travail, à ce moment-là, effectivement, l'objectif du réseau, c'est de donner des outils aux parents, faire connaître l'offre de la parentalité et sensibiliser, accompagner les parents dans le repérage des troubles précoces dès la petite enfance. Donc, du coup, aujourd'hui, enfin, je vous parlerai peut-être de la mise en œuvre, puisqu'effectivement, ça s'affiche comme ça, mais on a aussi organisé des ateliers, des rencontres pour les parents d'enfants de plus de 6 ans. Et donc, dans le cadre de ces objectifs, on a une mise en œuvre avec tout un maillage territorial entre, vous l'avez vu, les parents tout à l'heure, mais aussi effectivement dès la petite enfance, je veux dire au niveau des crèches. Et donc, ça commence par quoi? Par la formation. Et ma collègue Isabelle Marquez a... s'est appuyé sur un médecin qui est membre de la PCO et du CERTA. Et donc, elle a formé tous les professionnels de la petite enfance au repérage précoce. Donc, du coup, effectivement, cette formation-là, c'est effectivement plus de 60, même maintenant 80 professionnels. Chaque année, effectivement, je veux dire, il y a des piqûres de rappel et pour pouvoir permettre, effectivement, je veux dire, non seulement de former, mais de repérer. Et puis, après, effectivement, je veux dire, du coup, forcément, les écoles primaires, les écoles maternelles ont souhaité effectivement être formées. Maintenant, toutes les écoles maternelles forment aussi, effectivement, je veux dire, les instituts avec Jérôme Bianchi, qui est aussi membre de la PCO et du CERTA.
Donc, effectivement, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, on voit effectivement qu'on commence dès la petite enfance sur ce repérage précoce pour pouvoir après donner de l'information au maximum aux parents dans le cadre d'un maillage avec toutes ces conférences. Et là, par exemple, le point d'orgue, c'était la formation, le forum handicap cette année où on a eu plus de 30 partenaires qui sont venus, 30 stands dans le village de la parentalité avec 2 conférences et puis sur les troubles du neurodéveloppement, mais aussi sur les TDAH et puis une table ronde sur l'inclusion. Voilà. Donc, du coup, ce groupe aussi met en place des outils. Et alors, on a créé un comité d'éthique et ces outils ont été mis sur la base du site de Valbonne, de la commune de Valbonne, dans la rubrique éducation. Donc, si vous cliquez dans la rubrique éducation, vous avez bien-être et santé mentale, vous avez toutes les adresses que les parents ont besoin, enfin toutes les adresses en santé mentale que vous pouvez trouver, mais vous avez aussi effectivement, je veux dire, toutes les ressources. Par exemple, est-ce que je peux savoir si mon enfant est dyslexique ou dyspraxique? Ben là, du coup, on a tout mis les outils à l'intérieur et des outils qui sont validés par l'Enval. Je veux dire, je ne sais pas si vous connaissez par exemple Identidis ou le livret destiné aux parents et professionnels, mais vous pouvez aller sur le site et puis on a aussi bien entendu toutes les informations pour le répit parental avec l'ASPA qu'on donne sur notre site. Voilà, merci Arnaud, c'était en train de le mettre. Ah c'est très, très sympa, merci. Voilà, donc Identidis, c'est un outil qui est utilisé par les parents et ils sont extrêmement contents. Je veux dire, nous, notre but, c'est de donner effectivement des outils concrets aux parents pour pouvoir effectivement, je veux dire, être aidés. Alors, j'en profite aussi une petite parenthèse pour dire que, voilà, peut-être qu'on regarde ça, voilà, quand vous allez… Ah, c'est Arnaud qui est en train de le mettre. Voilà, ouais, quand vous êtes sur le site de Valbonne, vous avez donc éducation. Et là, si vous cliquez sur santé, adresse et numéro utile, alors là, vous avez vu, juste au-dessus, vous avez le document utile avec la biblio du Forum de la parentalité, donc tout ce qui est sur les troubles du neurodéveloppement, mais vous avez aussi toutes les… on a fait un énorme travail avec les parents sur tous les adresses. Alors, les adresses, aujourd'hui, c'est dans santé mentale. Merci Arnaud. Voilà, les numéros utiles près de chez vous. Voilà. Et avec le dispositif aussi Mon Psy, qui est de la CPAM. Et là, vous avez tout voilà, santé mentale, les numéros utiles près de chez vous. Donc là, on a fait un gros travail pour les parents et voilà, depuis l'année dernière, qui permet effectivement aux parents d'avoir non seulement des associations, mais d'avoir effectivement des bonnes informations. Voilà. Et quand on revient là-dessus, vous avez aussi, quand tu vas sur santé mentale, Arnaud, si tu peux y aller par exemple, voilà, là tu as le dispositif Mon Psy et puis, oui, à la fin des numéros utiles, vous avez aussi effectivement le dispositif de l'ASPA. Voilà. Donc, nous, les parents, effectivement, je veux dire, sont très preneurs d'informations comme celle-là. Et du coup, effectivement, je veux dire, c'est à leur demande qu'on a fait ce gros travail sur les troubles du neurodéveloppement cette année parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait effectivement, je veux dire, beaucoup de demandes sur les TDAH et voilà. Donc, du coup, on est en train effectivement de finaliser parce qu'il y avait juste un ou deux petits couacs, mais là, on est en train effectivement de les finaliser sur notre site. Merci Laurence. Et merci Hélène pour vos interventions et pour l'illustration de ce qui est à disposition des parents. Je ne sais pas Stéphanie s'il y a des questions. Alors, il y a juste la réponse de Sandra, donc, qui avait le micro coupé, mais on remonte un peu plus haut sur AAD et REAP. Sandra nous dit « Il n'y a pas de contre-indication. Il faut regarder et évaluer la situation globale de la famille et ses différents besoins. L'évaluatrice AAD va relever l'ensemble des soins interventions
dont bénéficie la famille et saura identifier si la famille a besoin d'une intervention TISF. Nous pouvons travailler sur la complémentarité des actions pour une offre globale auprès de la famille. Si 2 actions sont identiques, le service d'AAD ne positionnera pas de TISF. Voilà pour la réponse apportée par Sandra. Merci de l'avoir partagé. Avec plaisir. Alors, Barbara, là, c'est Barbara qui doit intervenir, hein, c'est ça. Et elle me dit, j'ai un problème de connexion. Oui, Arnaud. Voilà, simplement sur cette diapo, je ne sais pas si on pourra mettre le PPT à disposition des participants, mais Oui. si vous avez les liens, par exemple, là, vous avez toutes les actions REAP qui sont répertoriées par commune. Ici, vous avez le lien direct pour contacter les 2 services d'aide et d'accompagnement à domicile. Et puis aussi, vous avez la page Facebook Vite Parents 06 qui diffuse de l'information, qui diffuse des événements, actions de partenaires pour les parents. Donc voilà, professionnels, pensez à en parler aux parents parce que ça permet de donner de l'info fiable et c'est un enjeu majeur. Super, merci Arnaud. Et du coup, il y a Barbara, apparemment, ce serait bon pour Barbara au niveau du micro. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, Barbara. Bon, par contre, j'ai pas la possibilité d'activer la caméra, mais on va faire ça. Au moins, on aura peut-être moins de soucis de connexion. Oui. Alors, du coup, je prends la suite. Donc moi, je me présente juste rapidement. Barbara Bignon, donc je suis la collègue de Arnaud et Sandra et j'interviens sur la thématique enfance, jeunesse. Et donc, dans la suite de ce flash pratique qui est dédié au répit parental, je souhaitais donc partager avec vous un dispositif qui s'appelle le dispositif Réseau Passerelle, que j'ai déjà eu l'occasion de présenter l'année dernière, mais il nous semblait important de pouvoir le représenter de manière très synthétique pour que voilà, les professionnels qui n'auraient pas eu l'information puissent l'avoir. Donc, dispositif Réseau Passerelle, donc c'est un dispositif qui permet aux familles de partir donc en vacances avec leur enfant en situation de handicap. Tu peux passer Arnaud, hein, c'était parfait, la transition. Donc effectivement, le constat et aussi ce qui a fait créer cette association, c'est que 43% des familles avec un enfant en situation de handicap éprouvent des difficultés ou renoncent à partir en vacances. Donc fort de ce constat, l'association, le Réseau Passerelle, qui est une association nationale, a été fondée en 2010 dans l'objectif donc de promouvoir et faciliter le départ en vacances de ces familles qui ont un enfant en situation de handicap pour leur permettre également d'avoir un temps de répit. Barbara? Oui, je suis là, c'est Arnaud, tu peux changer, j'attendais. Ok. Merci Arnaud. Donc voilà, donc le Réseau Passerelle, donc une association nationale avec qui donc on conventionne la CAF des Alpes-Maritimes depuis 2022. Donc cette association nationale organise des séjours familiaux. Donc elle facilite en fait le départ en vacances des familles avec des enfants en situation de handicap au sein de lieux de vacances ordinaires. Ça, c'est très important. Ce ne sont pas dans des lieux spécifiques. Et en fait, elle assure vraiment tout le côté logistique de pouvoir rechercher un logement adapté aux besoins des familles en fonction de la situation de handicap de l'enfant. Voilà, pour que ça soit vraiment adapté, parce qu'on se rend compte que souvent, lorsqu'il y a un fauteuil, etc., des fois, la douche ne peut pas être adaptée. C'est souvent la superficie du logement qui est un peu plus grande, mais il y a des aménagements qui ne sont pas forcément adaptés. Donc, vraiment, il s'occupe de tout ça. Il s'occupe également de mettre à disposition du matériel adapté. Par exemple, des enfants qui ont besoin d'avoir un lit spécifique pour éviter que les familles partent avec leur matelas, par exemple, parce que c'est un peu compliqué de partir en vacances avec son matelas. Pour nous, quand on n'a pas de difficultés particulières, c'est assez simple. On prend ses valises et sa voiture et on part. Mais quand on a un enfant en situation de handicap qui a besoin, par exemple, d'un fauteuil de douche,
c'est compliqué de le faire rentrer dans la voiture, hein. Voilà, c'est vraiment ce type de choses, dont l'association s'occupe, donc au sein de lieux de vacances ordinaires, avec sur place une équipe de professionnels, c'est-à-dire qui s'occupe également, de prévoir s'il y a besoin de soins infirmiers. Ils s'occupent de pouvoir coordonner les soins sur le lieu de vacances. Donc ça aussi, ça n'a pas de prix pour la famille de partir avec l'esprit léger, de se dire que les soins pourront être continus lors de ce séjour. Ils mettent aussi en place une équipe de professionnels qui pourra prendre en charge les enfants, sur des temps bien définis que je vous présenterai par la suite. Donc pour prendre en charge la journée, les enfants en situation de handicap et leur fratrie, dont l'objectif, c'est vraiment d'avoir un temps de répit parental et c'est bien l'objectif de notre flash pratique d'aujourd'hui. Donc je vais plus, développer la partie, de temps de répit sur la diapositive suivante. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, l'association nationale Réseau Passerelle s'occupe de mettre à disposition des familles un logement adapté sur des lieux de vacances ordinaires et il propose également un club enfant passerelle. Un club enfant passerelle, qu'est-ce que c'est? C'est quand on part dans un lieu de vacances, en général, il y a des clubs enfants. Ils ne sont pas forcément adaptés pour les besoins d'enfants en situation de handicap. Tu vas un peu vite, Arnaud, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je vais m'adapter. Non, mais c'est pas grave. Mais souvent, le club enfant n'est pas forcément adapté aux enfants en situation de handicap. Donc là, le réseau Passerelle négocie avec le centre de vacances une mise à disposition de salles pour l'accueil spécifique de ces enfants-là, avec leur propre équipe de professionnels. Donc en général, il y a un éducateur spécialisé et deux animateurs qui sont mis à disposition. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a à peu près 35 heures d'accueil qui est prévu par semaine. C'est-à-dire que les parents peuvent donc laisser leurs enfants dans ce club enfant passerelle spécifique sur ces tranches horaires. Et il y a également la possibilité pour les familles d'avoir une soirée. Et ça n'a pas de prix également en vacances. Donc, c'est également le club enfant passerelle peut garder sur la semaine de vacances au moins une soirée les enfants pour permettre aux parents de se retrouver en couple et de pouvoir avoir un temps de répit. Alors, j'ai dit en couple, mais même ça peut être une maman seule qui peut au moins se retrouver et avoir un temps de répit en soirée. Donc ça également, ça n'a pas de prix. Et il y a 35 heures d'accueil possible sur la semaine pour l'enfant en situation de handicap et également pour sa fratrie. Ouais, tu peux passer, Arnaud, du coup. Alors, l'association nationale Réseau Passerelle a une implantation nationale. Donc là, vous pouvez voir sur la carte de France, c'est les cartes qui sont... La carte de France, donc là, c'est notamment les partenariats qu'elles ont pu mettre en œuvre avec les CAF. Ouais, là, c'est les lieux de séjour. Donc, il y a 2 cartes. Mais on va déjà aller là-dessus. Donc, le réseau Passerelle, l'objectif, c'est de permettre donc de partir en vacances et que pendant ce séjour de vacances, la famille est un temps de répit. Ce temps de répit, bien évidemment, il a un coût parce qu'il y a intervention d'une équipe spécifique. Comme je vous l'ai dit, en général, il y a un éducateur spécialisé qui est dédié à l'accueil de ces enfants, plus 2 animateurs, donc ça a un coût. Et en fait, le fait que le réseau Passerelle conventionne avec certaines CAF de notre territoire, ça permet pour les familles de ne pas avoir ce surcoût à leur charge. Donc nous, la CAF des Alpes-Maritimes, on a conventionné avec l'association Réseau Passerelle depuis 2022 pour justement permettre à 10 familles du département des Alpes-Maritimes qui sont bénéficiaires de l'allocation éducation enfants handicapés, c'est la seule condition, de bénéficier donc d'un départ en vacances avec le réseau Passerelle sans surcoût. Le seul coût qu'elles ont à leur charge, c'est le coût de l'hébergement. Mais tout ce qui est pris en charge des enfants, c'est pris en charge par la CAF des Alpes-Maritimes. Sur la diapo suivante, vous avez une carte de France qui présente les 32 destinations possibles avec le réseau Passerelle. Donc, au fur et à mesure des années, le réseau Passerelle noue des conventions avec les centres de vacances pour permettre le départ de ces familles sur tout le territoire national. Et donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces structures de vacances sont agréées VACAF. Donc, si vous avez une famille qui est éligible à l'aide aux vacances de la CAF des Alpes-Maritimes, elle peut également bénéficier d'une aide sur le coût de l'hébergement.
Donc, les effets du départ en vacances et notamment aussi de ce dispositif de répit parental, hein, parce que c'est vraiment un dispositif qui se veut à l'interface de différentes thématiques de l'action sociale de la branche famille, c'est-à-dire on y retrouve donc le handicap, les vacances en famille et le répit parental. Donc, c'est de pouvoir partir en vacances comme les autres, d'avoir un temps de répit et de pas être confronté à des regards des autres parce qu'effectivement, on a vraiment anticipé vraiment l'aménagement du séjour pour ces familles, prendre du temps pour soi et son couple, confier son enfant en toute sérénité et bien sûr une disponibilité retrouvée pour la fratrie. Vivre un réel temps de détente et de répit et un service adapté pour une fois sans surcoût. Et donc, je crois que la dernière diapo, si je ne me trompe pas, c'est comment partir. Parce que c'est souvent la question, c'est comment on fait pour pouvoir se saisir de ce dispositif. Alors, il faut savoir que nous, déjà, au niveau des Alpes-Maritimes, comme on a conventionné avec cette association nationale, ce qu'on fait et ce qu'on va faire pour l'année 2023, parce qu'on a renouvelé le partenariat avec cette association, parce que pour nous, ça répond vraiment à un besoin de répit de ses parents. On envoie un mail à toutes les familles qui sont bénéficiaires de l'allocation éducation enfants handicapés pour leur dire qu'elles peuvent bénéficier de cette prise en charge. Et donc, on leur donne les coordonnées de contact. Et les coordonnées de contact, elles sont directement sur le site internet du réseau Passerelle ou par téléphone. Donc, la famille prend contact avec l'association directement, soit sur le site internet, soit par téléphone. Ensuite, l'association se charge d'évaluer les besoins de la famille et de pouvoir également voir s'il y a des dispositifs d'aide financière qui peuvent être saisis en cas de difficulté financière. Ensuite, elle choisit, donc l'association Passerelle choisit avec la famille le lieu de séjour en fonction des disponibilités. Et le dernier point, donc la préparation du séjour, de pouvoir repérer les besoins spécifiques de l'enfant, de pouvoir adapter au mieux l'accueil de toute la famille. Merci. Voilà sur le réseau Passerelle. Merci Barbara. Alors Barbara, il y a quelques questions. Si tu es d'accord, je lance le sondage parce qu'il y a déjà des collègues qui sont en train de partir. Hein, il est presque 11h30. Et comme ça, on peut répondre en même temps aux questions qui sont présentées. Pas de souci. Voilà. Alors, il y a Nicolas qui demande, est-ce que ce dispositif… Attends, j'ai perdu la question. Est-ce que ce dispositif est compatible pour des familles avec un enfant majeur atteint de troubles psychiques, notamment avec des angoisses massives, et donc être dans la recherche d'un lieu adapté en termes de calme ou de solution de répit? Alors, le club enfant Passerelle, je ne l'ai pas précisé, mais tel qu'il est construit, c'est pour l'accueil d'enfants âgés de 3 à 17 ans. Eh oui, hein, parce que c'est déclaré tel qu'un accueil collectif de mineurs. Après, la famille peut toujours prendre contact avec le réseau Passerelle. Vous allez sur le site de l'association et pour voir peut-être ce qu'ils pourraient proposer d'autre. Parce que des fois, je sais qu'il y a ils proposent aussi des séjours sur mesure où il n'y a pas forcément de prise en charge de surcoût par la CAF des Alpes-Maritimes, mais potentiellement, ils pourraient prendre attache auprès de cette association qui pourrait peut-être réorienter la famille s'ils ont connaissance de quelque chose qui pourrait être adapté pour un enfant majeur. D'accord. Merci Barbara. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, j'invite les collègues. Il reste quelques… On a atteint… Non, il reste encore 2 minutes. Donc, s'il y a des questions… Donc, hop. Pareil, hein, s'il y a besoin d'informations, vous pouvez retrouver, ils ont un site national, le réseau Passerelle, donc vous pouvez aller chercher toutes les informations sur le site. Et bien entendu, nous, la CAF, on reste à votre disposition hein, si vous avez besoin d'informations complémentaires plus tard. Voilà, et Arnaud, oui, on s'était… Est-ce que le diaporama, on peut le mettre en accès sur la DocuTech? Pour moi, il n'y a pas de souci, bien sûr, hein, au contraire. Hein.
qui permettra aux collègues de pouvoir retrouver effectivement les coordonnées. Il y a Nathalie Bousquet qui dit « Merci pour la réponse. Je pense que je contacterai Laurence Deron pour avoir des infos sur comment mettre en place tout ce qui a été fait à Valbonne. » OK. Donc, les collègues, je vous rappelle que vous pouvez revisionner ce flash pratique dans la DocuTech, soit en audio, soit en visio, que vous pourrez télécharger du coup le diaporama de ce matin. Et Barbara, il y a aussi dans la DocuTech le flash pratique qui avait été sur le réseau Passerelle. Donc là aussi, il y a le diaporama qui est téléchargeable. Et puis là, 1h30 uniquement sur le réseau Passerelle avec plein de questions sur ce dispositif. Oui, tout à fait. Et Stéphanie, je t'ai envoyé le support de présentation déjà, DF. Oui, donc, tu l'as déjà. Ouais. Oui, donc cet après-midi, je le déposerai dans la DocuTech. Ok, merci. Voilà. On a donc les collègues qui remercient, qui disent que c'était très intéressant, voilà, qui nous souhaitent une bonne journée. Eh bien, je vais vous remercier, Laurence, Arnaud, Sandra, Hélène, Barbara, Amandine. Merci à vous pour ce flash pratique, en effet, qui a été dense et complet sur cette question du répit parental. Le PRH peut faire intermédiaire si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent et que vous avez besoin effectivement d'informations supplémentaires. Moi, je peux revenir vers vous, Arnaud, Sandra, Hélène, Laurence, Barbara, et faire le lien avec les collègues sur le terrain. Absolument, avec plaisir. Merci à vous. Je ne sais pas, Arnaud, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite dire un dernier mot ou pas? Non, vous remercier. Après, n'hésitez pas à diffuser ces informations-là et à contacter soit nous, soit vous, soit les partenaires. Donc, voilà ce que je voulais dire. Très bien, très bien. Merci Arnaud, merci à tous. Je laisse encore 2-3 minutes pour permettre aux collègues de finir de répondre au sondage. Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Le prochain flash pratique aura lieu le 12 décembre avec de l'expérience de terrain en la personne de Sandrine Hoffmann, qui est coordinatrice d'accueil spécifique sur la ville de Pégomas et qui viendra nous parler de son parcours et du projet et des actions qu'elle a mis en place sur Pégomas. Bonne journée à tous, à très très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir, merci, bonne journée. Au revoir. Alors, je vois une question, je n'ai pas le prénom, Yves Vanier. Comment accède-t-on à cette DocuTech? Vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie le lien en pièce jointe. C'est un lien sur lequel on se connecte et on a accès directement à la DocuTech. Donc, le boîte mail du PRH, pédagogie.prh06@appin.fr. appli-n.fr, mais ça, vous l'avez dans l'invitation de rappel que j'ai dû vous transmettre du flash pratique. Avec plaisir. Je pense que le sondage est terminé.
Il reste 9 collègues. Voilà, je vais couper. Bonne fin de journée, à très très bientôt. Au revoir.